Occuper les enfants, c'est supposé être une source de joie. Et quand je réalise que j'avais perdu ces moments de joie avec mes enfants, puis que ça a été un bonheur retrouvé grâce à la sortie de la dépression, je me souviens de l'endroit exact où j'étais quand j'ai retrouvé ce moment-là. Puis, tu sais, je deviens émotif quand j'y pense. On était à Mont-Laurier, on a arrêté de faire de l'essence, puis j'étais en train de participer au programme dans ces semaines-là, on s'entend. Puis, en faisant le plein de l'essence, j'ai regardé à travers la vitre pour faire des grimaces à mes enfants. Puis, ils se sont mis à rire, puis moi, j'ai éclaté de rire. Puis, on a eu un fou rire, puis c'était la première fois en plusieurs années. Chers amis, je me présente, Kianley Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à caractère tabou. Tabou de la société, mais beaucoup plus tabou de la communauté chrétienne. On reçoit avec nous aujourd'hui un frère de la communauté, Chani Roy. Donc, Chani, bienvenue parmi nous. Bonjour Nicolas. Je vais commencer tout simplement. J'aimerais ça que tu nous présentes qui tu es. Ça va me faire plaisir, mais comme tu l'as dit, dans le fond, Nicolas, je suis d'abord dans la communauté chrétienne, c'est sûr, ici, dans la grande région de Montréal, parce que c'est là que j'ai été la première fois à l'église. Maintenant, on est déménagé, on habite plus en région. Puis, c'est ça, à travers les années, les choses ont beaucoup évolué sur plein de plans dans ma vie, c'est sûr. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, travail, université, tout ça. Puis, à un certain moment donné, on pourrait dire frapper un mur. Puis, ce mur-là, c'est un mur que j'avais d'abord pas vu venir, puis que j'avais pas pris conscience que c'était quelque chose que j'allais vivre moi dans ma vie. On parle de dépression, justement, du sujet tabou. Quand j'ai frappé le mur, je savais pas au départ c'était ça la dépression. Je savais juste que ça fonctionnait, j'allais pas bien finalement. Puis quand j'ai décidé de consulter pour voir qu'est-ce qui allait pas, à ce moment-là, c'est ça. Pour peut-être les gens qui se posent la question, on parle de dépression. À la maison, j'étais très, très impatient. On marchait vraiment sur des œufs quand on parlait, tu vois. Puis non seulement ça, mais il y a certains matins que aller travailler, là, ça me disait vraiment pas. Pas juste que ça me tentait pas, je me sentais comme pas capable d'y aller. C'était une bonne nuance quand même. Puis je comprenais pas nécessairement non plus là, ce qui se passait, donc j'épuisais ma banque de congés, carrément. J'épuisais ma banque de congés. Puis à un moment donné, on s'est dit ça n'a pas de sens, on va aller consulter. Je suis allé voir le médecin. Il m'a posé des questions, m'a référé ensuite à un spécialiste et tout ça. Puis là, finalement, on apprend que justement, diagnostic, dépression. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé pour la première fois. Donc, les premiers jours avant qu'on arrive à ce moment-là, comment tu te sentais dans ton corps? Comment les personnes autour de toi se sentaient? Là, tu me parles que tu as des enfants, tu as une famille, tu as une femme. Qu'est-ce qui se passait dans ton environnement à ce moment-là? Oui, c'est intéressant parce que moi, maintenant, j'appelais ça comme si j'avais une espèce de nuage sur la tête. C'était comme une formule que moi, j'expliquais. Comme si on avait un filtre devant les yeux, mais un filtre gris. Okay. Les choses n'ont plus de saveur. Les choses que tu aimais faire, tu n'as plus d'intérêt vraiment envers ça. Puis, en plus de ça, les relations se dégradent un peu parce que tu es comme un peu l'ombre de toi-même. Puis, tu vois, ma femme, elle remarquait justement que mon caractère changeait. Tu sais, je n'étais pas l'homme qu'elle avait marié. J'étais rendu quelqu'un qui était, comme j'ai dit tantôt, un peu colérique, un petit peu facilement... tu sais, j'explosais facilement. Mes enfants étaient relativement jeunes. Je ne peux pas vraiment dire qu'ils se rendaient compte à ce moment-là de ce qui se passait ou quoi que ce soit. Mais une chose était sûre, c'est que je passais pas énormément de temps avec eux. Je passais pas beaucoup de temps à jouer avec eux ou à faire ces choses-là.
J'étais dans un mode où la journée, c'était plutôt... l'objectif, c'était de passer au travers de la journée que je trouvais pénible, comme une espèce de montagne, un moment désagréable, pour finalement, le soir venu, on met les enfants au lit, puis là, finalement, je peux relaxer, être tout seul devant mon divertissement, devant ma malbouffe, que j'appelle maintenant, à l'époque, j'appelais ça mon deuxième souper, parce que devant les enfants, je mangeais un peu au souper, mais j'avais comme prévu un deuxième repas après de cochonneries, de choses qui sont évidemment pas bonnes pour la santé, mais c'était comme si ma journée, là, c'était pénible jusqu'au moment où, après que tout le monde est couché, finalement, je m'isole sur mon laptop, je regarde des séries, je regarde toutes sortes de choses pour me changer, pas me changer les idées, là, mais vraiment, là, c'était du divertissement, là, c'était comme une sorte de médication, je pense, pour essayer de me sentir mieux, en même temps que, bon, je m'alimentais mal. Puis là, le lendemain matin, ça recommençait. Je me levais le matin où j'avais de la difficulté à me lever, puis le nuage était encore présent. Est-ce que tu dirais que tu vivais sur deux sphères différentes? Dans le fond, tu vivais une vie de famille, mais de l'autre côté, comme tu dis, tu vivais un divertissement d'une vie qui était autre que ça, tu sais, avec la malbouffe et ainsi de suite. Est-ce que tu verrais ça un petit peu plus comme deux sphères différentes? Ben, ouais, rendu là, c'était carrément deux sphères différentes parce que moi, je savais que j'allais continuer de m'acquitter de mes tâches familiales. Ça n'a jamais été dans ma tête de ne pas m'acquitter de ma tâche en tant que père, de travailler, même si c'était difficile, j'y allais. Donc ça, ces choses-là, je les faisais quand même, mais je prenais plus de plaisir À les faire. à les faire. Exactement. Puis ça, c'est vraiment la notion, je pense, la plus importante dans l'histoire, c'est que le quotidien était rendu complètement sans saveur, c'était rendu pas agréable, c'était pas plaisant et tout ça. On se chicanait pas vraiment nécessairement. J'ai une femme extraordinaire, elle priait pour moi tout ce temps-là, même que jusqu'à temps que j'ai surmonté la dépression, puis on va en parler. Elle priait chaque jour pour moi, justement. Donc, le côté divertissement à la fin de la journée, c'était parce que je me sentais tellement mal à l'intérieur de moi, une espèce de mal de vivre, que j'essayais à ce moment-là d'un peu numb, tu sais, rendre mon mal de vivre un petit peu, insensibiliser ce mal de vivre-là. Tu me parlais que tu travaillais à ce moment-là. Au travail, comment tu le vivais avec tes collègues de travail et le personnel qui t'entourait? Bien, c'est sûr qu'au travail, j'étais probablement pas quelqu'un qui... Normalement, j'ai de la discussion assez sociable. Au travail, là, c'était pas le cas. Puis, je pouvais peut-être avoir la mèche courte. Puis, tu sais, c'est sûr que chaque personne va avoir des réactions différentes quand ils sont en dépression. Peut-être que j'avais la mèche plus courte que d'habitude avec même des fois certains clients, des choses comme ça. Puis, ça m'arrivait des fois de demander de quitter le travail avant la fin de la journée à mon patron s'il y avait moins d'achalandage parce que j'avais vraiment plus le cœur à l'ouvrage, tout simplement. Ouais. Tu voulais juste retourner dans tes petites choses à toi là, à ce moment-là. Oui, exact. Qui était la personne qui l'a remarqué en premier, que tu souffrais à l'intérieur de toi? C'est ma femme, c'est sûr qu'elle l'a remarqué en premier parce qu'elle a vu l'évolution. Quand toi, tu le vis, tu ne te rends pas compte que tu es en train de creuser. Mm-hmm. Elle le remarquait probablement davantage. D'ailleurs, qu'elle lisait beaucoup plus sur la santé que moi. Donc, elle pouvait avoir déjà lu ou vu des informations passer sur même la dépression. Il y a un séminaire au Québec qui se donne maintenant depuis plusieurs années qui s'appelle Surmonter l'anxiété et la dépression, qui est donné par un médecin adventiste. Bien, pas donné par lui, mais c'est lui qui a mis sur pied le programme. Lui, il est aux États-Unis, mais le programme se donne maintenant ici aussi. Puis ma femme, elle, connaissait déjà ce programme-là. Elle avait déjà entendu parler de ça. Donc, elle me donnait quand même elle me disait des choses que je pouvais faire pour améliorer la situation, mais je ne prenais pas tellement ça au sérieux. Je l'écoutais d'une oreille, mais je ne le faisais pas vraiment. Donc, je pense que c'est elle qui l'a remarqué même d'avance. Tu dirais que tu as été combien de temps dans ce déni-là de ne pas pouvoir te l'avouer que tu souffrais justement de dépression? Mais encore là, je ne pourrais pas te dire que c'est un déni, c'est que je ne le voyais pas. OK. Tu vois? Je ne me rendais pas vraiment compte que j'avais glissé dans un état comme celle-là. Donc, ça a pris, je ne sais pas exactement combien de temps, mais quand je suis allé consulter et tout ça, je pense que j'ai réalisé à ce moment-là à quel point
I was coping, tu sais, on dit. Il y avait certains événements dans ma vie qui s'étaient produits que je faisais comme si j'étais bien capable de tout gérer ça en même temps, puis finalement, pas nécessairement. Par exemple, certaines questions qu'il m'a posées, le psychiatre à ce moment-là, il dit « Est-ce que tu as vécu des changements dans ta vie récemment? » Puis j'ai dit « Non, pas à ma connaissance. » Puis là, il commence à me poser des questions. Ma femme était là aussi, je pense. Elle m'attendait de l'autre côté de la porte. Qui me dit, par exemple, au niveau relationnel ou tout ça, je dis « Ah oui, on s'est mariés récemment. » Elle dit « OK. » Puis la famille, je dis « Ah ben oui, on a eu un enfant. » OK. Puis le travail, je dis « Oui, j'ai un nouveau travail. » Il dit « OK. » Puis l'école, je dis « Oui, je suis retourné à l'école aussi. » Elle dit « OK. » Puis ton déménagement, j'ai dit « Oui, j'ai déménagé aussi. » Et je répondais oui, oui, oui à toutes les choses. Puis, ça. Puis à un moment donné, le médecin me regarde, il avait quasiment de la difficulté à ne pas sourire. Il dit « Monsieur Roy, vous êtes conscient que ça fait beaucoup de changements en peu de temps. » Puis c'est comme si moi, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas pris conscience de ça. Fait que je pense que ça a tout amené du stress probablement, puis vraiment des choses qui ont fait en sorte que je n'ai pas bien géré ou su gérer. Puis peut-être que ça a vraiment contribué à me plonger dans la dépression et tout ça. Mais bon, pour chaque histoire, ça va être différent. Il y a tellement de raisons puis de sources à la dépression, justement. Moi, probablement qu'il y avait un petit peu des circonstances de mon environnement qui avaient créé ça, mais c'était pas seulement ça. Puis j'ai découvert après que c'était vraiment pas seulement ça, justement. OK. Quand tu es allé consulter, justement, là, ça a été quoi ta première réaction lorsqu'on t'a donné cette nouvelle, lorsqu'on te l'a annoncé? Bien, nous autres, au départ, c'est comme un peu un soulagement parce que tu te dis maintenant que je sais c'est quoi l'ennemi que j'affronte, je vais être capable de pouvoir m'informer sur comment le battre, comment le combattre. Puis tant que tu ne sais pas contre qui tu te bats, ben tu prends pas ça au sérieux, puis tu sais pas exactement quoi faire, quels outils tu as besoin pour combattre. Fait que ça m'a vraiment permis de réaliser qui je combattais, puis à ce moment-là, ça m'a permis de prendre plus au sérieux la démarche de me remettre sur pied, justement. OK. J'ai dans la tête que la dépression, c'est un peu un fantôme. Tu ne le vois pas venir, il fait juste t'atteindre, puis tu dois vivre ou composer avec ça. Qu'est-ce que tu me répondras à ça? Bien, c'est sûr que je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans parce que tu sais que tu vis ton quotidien avec quelque chose qui te suit en permanence. Moi, je l'appelais mon nuage par-dessus la tête, le filtre gris. Tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'appelle ça un mal sournois. C'est super sournois, ça, la dépression comme mal. Puis, puis je pense que c'est quelque chose qui... Quand on parle de santé mentale, les gens, on pense souvent à des maladies comme quand les gens ils sont devenus fous. Ils ont été internés, puis ces choses-là. Okay. Puis il faut comprendre que la maladie mentale, c'est une grande panoplie de choses. Puis, la même façon que quelqu'un va avoir un problème au niveau de sa santé physique, par exemple, quelqu'un qui va être diabétique, mais le cerveau, c'est là que ça se passe, la santé mentale, va aussi des fois être malade pour toutes sortes de raisons. Puis ça fait en sorte que certaines maladies peuvent arriver, comme l'anxiété, comme la dépression, puis c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Puis quelqu'un qui est en dépression, c'est pas juste quelqu'un qui n'a pas assez de volonté, « Ah, donne-toi un coup de pied, puis ça va bien aller », et tout ça. C'est pas un problème, c'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il peut pas. Ça, c'est la dépression, puis ça, il faut comprendre ça. Parce que c'est trop simpliste de dire « Ah, tu as juste à te remettre un petit peu de te craquer, puis ça va aller. » Le cerveau est malade. Il n'y a pas personne qui va dire à quelqu'un, par exemple, qui est atteint de diabète, « Ah, mais tu ne veux pas assez. » Tu sais, si tu voulais plus, tu n'aurais pas des problèmes de glycémie dans ton sang. Il n'y a personne qui va jamais dire ça. Ça aurait l'air ridicule, même quand on le dit de cette manière-là. Puis pourtant, quand c'est la santé mentale, on a l'impression que c'est vraiment juste une question d'être capable de foncer, puis ça va régler la question. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, oui, c'est un fantôme sournois qui nous suit, mais en même temps, c'est un mal qui est tout à fait réel. C'est pour ça la distinction que je tenais à amener, parce que des fois, on peut parler d'un quelque chose de fantôme comme est-ce que c'est vraiment là, finalement? Puis je sais que ce n'était pas ça le sens de ta question, Du tout. mais je voulais quand même adresser ça tout de suite parce que je m'en serais voulu de ne pas le mentionner. Mais je trouve ça important que tu le dises parce que des personnes comme moi qui posent la question de manière banale ne le savent pas nécessairement. Puis c'est important qu'avec le recul, on s'assoie et on puisse avoir cette discussion-là pour avoir la vraie définition de c'est quoi le syndrome de la dépression, comment c'est ressenti, comment c'est vécu. Puis c'est important que tu
elle puisse m'enseigner ça aujourd'hui, que tu as pu m'enseigner ça, puis peut-être aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je voulais savoir aussi, as-tu directement voulu embarquer dans le cheminement de ta bataille contre la dépression? C'est une excellente question. Puis la réponse, c'est non. Parce que la première fois, je me suis remis... Parce que je dis première fois un peu depuis le début, parce qu'il y a eu 2 dépressions. Okay. La première fois, c'est celle où j'étais allé consulter un médecin, j'ai réalisé que j'étais en dépression. On m'a prescrit des antidépresseurs, je les ai pris 1 journée et demie, parce que je n'ai pas aimé ça personnellement, mais petit message, soit dit en pensant aux gens qui écoutent, si votre médecin vous a prescrit des antidépresseurs, faites ce que votre médecin dit, c'est très important, chaque situation est différente. Mais dans mon cas, moi, j'ai pas aimé le sommeil qu'il m'a donné. J'ai dormi comme une brique, mais c'était un sommeil synthétique. J'appelle ça comme ça, un sommeil synthétique. Le lendemain, je me suis pas senti à l'aise avec ça. Fait que j'ai arrêté ça. Puis j'ai commencé à faire plus d'activité physique parce que j'étais un sportif, puis je savais que ça a toujours été ça, ma soupape. Puis tranquillement, je me suis un peu remis, puis ça s'est tassé, si on veut. Les années ont passé, et puis je me retrouve encore dans une situation, même 3-4 ans plus tard, où je sais que je suis encore retombé dans la dépression, puis même plus bas qu'avant. Puis quand je suis rendu là, je suis comme, je sais qu'il faut que je prenne une action, j'ai pas la volonté, comme on disait, de le faire. Puis petite capsule rapide, la dépression, là, c'est vraiment le lobe frontal de notre cerveau qui est malade. Puis le lobe frontal de notre cerveau, c'est lui qui est responsable de la volonté, de la moralité, de la spiritualité, de la réflexion, de la raison. Tout ça, ça se passe au niveau du lobe frontal. Donc la volonté également. Fait quand on dit que les gens qui sont atteints de dépression, c'est pas qu'ils ils peuvent pas. Ils n'ont pas la volonté, c'est très difficile. Donc moi, j'étais dans cet état-là, je savais que j'étais rendu dans mon creux. J'étais encore dans mes mêmes patterns pour essayer de insensibiliser ma souffrance que je vis à l'intérieur de moi. Puis, mais en même temps, je suis comme, je peux pas rester comme ça. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de vouloir changer ça, je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue dans un livre qui s'appelle « La dépression au masculin ». C'est Dr. Archibald, c'est les éditions Orion. Donc, ceux qui sont à l'écoute, un excellent livre, publicationorion.com, vous pouvez trouver ce livre-là. Puis, la dépression au masculin, il disait dans ce livre-là, si des fois tu ne trouves pas la motivation de t'en sortir pour toi-même, parfois tu peux la trouver dans les gens que tu aimes autour de toi. Fait que moi, je regardais mes enfants, je regardais ma femme, puis je réalisais que moi, si c'était juste pour moi, si j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfants, je pense que j'aurais eu de la misère à trouver cette motivation-là. Mais tout le monde, on a des personnes qui nous aiment autour de nous. Fait que même si quelqu'un est à l'écoute puis qui est dans la dépression, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, puis qu'il n'y a pas de motivation pour lui-même, on peut quand même penser aux autres autour de nous puis dire hey, je veux m'en sortir parce que moi, dans mon cas, j'ai dit je ne suis pas le père que mes enfants pourraient avoir, je ne suis pas le mari que ma femme pourrait avoir. Je ne veux pas qu'ils grandissent avec un père amorphe, un père qui est l'ombre de lui-même. Je voulais vraiment pas ça. Fait que quand j'ai vu, on était un sabbat matin, j'étais en train d'écouter, il est écrit sur Internet avec ma famille. Donc, j'étais chrétien, évidemment. On était à distance à cette époque-là parce qu'on habitait dans une région du Québec qui n'avait pas d'église. Et puis là, il y a eu une promotion pour un programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Puis là, j'ai dit, Seigneur, ça c'est pour moi. Puis il faut que j'y aille. Parce que si je n'y vais pas, je ne sais pas où ça peut me mener. Puis parfois, la dépression, ça peut mener jusqu'à avoir des idées noires. Puis ça, c'est un des symptômes de la dépression, justement. Puis moi, je ne voulais pas me retrouver dans un contexte où, parce que j'ai pas pris une action, mes enfants grandissent sans père, puis ma femme n'a plus de mari éventuellement. Ça aurait été quelque chose qui est malheureusement possible. J'ai lu, il y a des pasteurs aux États-Unis qui me ressemblaient en tout point. Il y avait quasiment, tu sais, ils me ressemblaient physiquement et tout ça. Il était pasteur, puis il y en a plusieurs qui ont commis le suicide parce qu'ils étaient atteints de problèmes de dépression. Tu te dis, regarde, ça atteint même les chrétiens. Puis je dis, moi, c'est là que j'ai pris ma motivation pour dire, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Puis le peu de volonté que j'avais, je l'ai pris pour m'inscrire au programme. Parce que ça marche comme ça, tu n'as pas beaucoup de volonté quand tu es en dépression. Fait que quand tu en as un petit peu, là, inscris-toi quelque part pour aller chercher de l'aide. Puis là, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Cette décision-là, tu l'as pris de concert avec ta famille ou bien c'est vraiment quelque chose que tu prends par toi-même puis que tu dis, c'est le temps? Parce que là, tu as mentionné non seulement que tu l'as lu dans un livre, que aussi probablement tu disais que tu le faisais aussi pour ta femme et tes enfants et que tu as eu le signal que tu t'es dit, ça c'est Dieu qui m'envoie ce signal-là aussi. Donc à ce moment-là,
c'est de ton plein gré que tu t'es levé et que tu as décidé d'aller changer ça? Oui, c'est de mon plein gré que je me suis levé pour décider, on va dire, de participer, dans le fond, au programme. C'est sûr que l'entourage a une importance capitale, surtout si on est dans un environnement chrétien, parce que la pire chose que tu peux faire si tu vis avec quelqu'un qui a la dépression, c'est de lui faire des reproches constamment. Puis, si ma femme avait toujours été en train de me faire des reproches pour dire « tu ne joues pas assez avec les enfants, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré travailler cette journée-là, comment ci, comment ça, toutes ces choses-là », ça aurait été encore plus pénible pour moi. Heureusement, j'étais dans une situation où ce n'était pas ça la dynamique. J'avais une dynamique où ma femme voyait très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, puis elle priait pour moi. Elle priait pour moi, donc il faut prier pour la personne en question. Puis il ne faut pas lui dire que c'est une maladie imaginaire, puis que tu as juste à te ressaisir. Ça ne va rien aider, puis la personne ne s'en sortira pas. Elle a besoin de l'aide de l'autre personne à la maison pour, un, prier, puis deux, l'accompagner dans sa démarche. Puis des fois, prier pourquoi? On va me dire, bien, des fois, c'est prier pour que la personne qui est atteinte de dépression reconnaisse qu'elle l'est. Parce que moi, je l'ai reconnu, mais il y en a que c'est ça l'affaire qui se produit. Puis je soupçonne que c'est la réalité dans un monde chrétien, que certaines personnes souffrent de dépression, mais ne veulent pas se l'admettre parce qu'ils pensent que ça va les faire l'air comme s'ils sont faibles. Puis ils ne veulent pas avoir l'air faible, fait qu'ils ne vont jamais s'admettre qu'ils sont en dépression. Puis quand on va le suggérer, ils vont le balayer du revers de la main assez vigoureusement, puis des fois même avec un peu de frustration. Donc, il n'y a pas de mal à avoir la dépression. C'est au contraire quelque chose qui peut même déboucher sur une vie meilleure. Puis tu vois, Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu avec mes brebis et la vie et qu'il l'ait en abondance. » Qu'il ait la vie en abondance. La vie abondante que Jésus a promis pour nous, c'est une vie où on est complètement épanoui. Puis si on est toujours dans une situation où on est l'ombre de nous-mêmes, on est fâché, on n'est pas capable de vivre même une spiritualité saine, on ne vit pas la promesse que Jésus a pour nous. Puis ça, il y a des choses qui sont pratiques qui peuvent être faites pour qu'on puisse redevenir non seulement quelqu'un qui est un mari exemplaire ou qui tend à l'être, ou un bon père et tout ça, mais en plus qui a une relation vivante avec Jésus et avec Dieu. Puis je pense que ça, c'est important de le mentionner parce que quand j'étais en dépression, Nicolas, la spiritualité ne m'intéressait pas vraiment. Mm-hmm. Puis c'est dur que il y en a qui vont dire « tu ne pries pas assez » ou « tu devrais aller voir les promesses ». Moi, il n'y a personne qui m'a dit ça, mais quand j'ai participé au programme Surmonter l'anxiété et la dépression qui se donnait au Centre Il est écrit à Montréal, justement, il y a eu d'autres personnes, évidemment, je ne nommerai pas de nom, qui sont chrétiens, puis qu'eux se sont fait dire ça. Ils se sont fait dire que c'était dans leur tête, qu'ils ne priaient pas assez. Puis je pense que la communauté chrétienne a un devoir à faire à ce niveau-là, pour dire que non, ce n'est pas imaginaire, puis ce n'est pas une question de prier ou pas assez. C'est une question d'avoir une bonne terre fertile pour que la parole de l'Évangile puisse agir dans notre cœur. Si ta terre n'est pas fertile, même si tu lis la parole, c'est limiter l'impact que ça peut avoir. Puis je pense que j'aimerais ça même citer ça tout de suite, si tu me le permets, Nicolas. Vas-y. Il y a la parabole du semeur que Jésus nous parle dans Matthieu 13. Puis il nous dit à quel point, quand on sème, les graines, ils peuvent porter fruit ou non. Puis après, il nous l'explique, la parabole. Puis moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention énormément ces derniers temps. C'est quand il parle de la graine qui est tombée parmi les épines. Puis il dit il nous explique au verset 22 et 23, dans le fond, de Matthieu 13, que les épines ont grandi et ont étouffé. Puis c'est pour ça que la graine n'a pas été fructueuse. Puis quand il donne l'explication, bien, il nous dit que c'est les soucis du siècle qui ont étouffé, entre autres choses. Il y a deux choses qu'il mentionne dans le verset, mais que les soucis du siècle ont étouffé la graine qui a permis qu'elle ne soit pas fructueuse. Puis au verset 23, il nous explique que celle qui a porté des fruits, c'est celle qui est tombée dans la bonne terre et qui a grandi et qui a porté des fruits. Bien, on appelle la dépression maintenant un des mâles du siècle. Puis quand on est en Occident, la dépression, c'est le nouveau mal du siècle, c'est un des mâles du siècle. Donc quand Jésus nous a dit ça, j'ai dit « Wow, c'est quelque chose qui est tellement pertinent pour notre époque. » Parce que quand tu as ton lobe frontal qui est en mauvais état, puis ça peut être dû à toutes sortes de causes, OK, il y a plusieurs facteurs de risque et de symptômes et tout ça. Quand ton lobe frontal est en mauvais état, ta spiritualité est impactée parce que c'est ici que ça se passe. C'est au niveau du lobe frontal que ta spiritualité ou ta communication avec Dieu peut se faire le plus clairement possible, le mieux possible. Donc, quand on parle de terre fertile, on parle aussi de l'état de notre corps au niveau de notre cerveau. Et je pense que c'est encore plus important de comprendre ça que la santé physique. Parce que, oui, la santé physique, c'est important, sauf que ici, ça impacte directement ta spiritualité.
Moi, on a commencé à faire un jardin récemment, puis des fois, tu vois, ça fonctionne pas toujours bien ton jardin. Puis tu demandes à Assez quelqu'un... d'eau. Exactement. Tu dis, pourquoi j'ai pas eu de récolte? Bien, les gens, ils vont dire, il faut que tu vérifies le pH de ta terre, il faut que tu rajoutes de l'engrais, il faut que tu fasses ton compost, il faut que tu l'arroses. Et puis après ça, l'année prochaine, tu fais ces choses-là, puis wow, ça va porte des monter. fruits. Puis je pense que c'est beaucoup relié à ça. Puis c'est pas vrai que c'est parce que la personne ne prie pas assez, c'est parce que peut-être la terre n'est pas fertile à cause d'un mal du siècle, qui est dans ce cas-ci peut-être la dépression, puis ils ont besoin de notre soutien. Puis peut-être en finissant ce segment-là, puis là je suis comme sur une lancée, Ah, mais vas-y, vas-y. c'est juste pour dire que dans la Bible, il y a tellement de personnes qui passent à travers des périodes de déprime puis de dépression que ce serait pas honnête en tant que chrétien de commencer à dire que si on est chrétien, c'est pas quelque chose qu'on devrait vivre, la dépression. C'est pas vrai, ça. On a Élie qui était carrément en dépression puis qui criait à Dieu pour dire qu'il enlève-moi la vie. Il était rendu suicidaire. Il était rendu suicidaire. Alors, il y a Saül qui a eu besoin d'intervention, puis de David qui joue de la musique pour qu'il puisse se sortir dans l'état qu'il était. Tu as Salomon qui a eu une période creuse. Et puis Job, il y en a combien d'autres qu'on pourrait trouver dans la Bible qui ont vécu des périodes difficiles. Et puis, je pense que de penser que le chrétien devrait pas avoir ce problème-là, c'est de se mettre la tête dans le sable et puis de ne pas être honnête avec nous-mêmes. Je voulais pas t'arrêter pendant que tu nous parlais de la dépression et de tous les détails que tu as emmenés, parce que je trouvais que c'était important ce que tu disais. Je trouvais que, comme moi, je me citer un exemple, des fois, tu n'as pas assez de détails, tu n'as pas assez d'informations, et tu as toujours tendance à dire, mais j'en connais assez, puis je sais pas c'est quoi, puis tu n'as pas d'exemple concret qui te permettent de savoir un petit peu plus c'est quoi la dépression et savoir aussi si tu es victime de ça. C'est la raison pour laquelle que je voulais te laisser parler, puis je pense que c'est important pour les personnes qui nous regardent. Prenez le temps de savourer chaque mot qu'il dit parce que c'est des informations de plus que peut-être vous n'aurez pas eues auparavant et des exemples que vous avez. Vous avez un exemple vivant devant vous, mais il y a des exemples aussi qui sont mentionnés dans la Bible. Avant de rentrer vraiment sur la dépression au niveau de la communauté chrétienne, ça serait important de savoir c'est quoi les symptômes qui sont rattachés à la dépression. J'en compte 9. Peux-tu nous les citer? Oui, ça va me faire plaisir. Puis c'est ça, la majorité des tests qui, pour déterminer si une personne est en dépression, vont justement utiliser ces 9 symptômes-là. Puis il faut comprendre que, puis je vais l'expliquer après, il ne faut pas nécessairement avoir les 9 symptômes. Puis il y a des différences au niveau des dépressions. On parle de dépression mineure, dépression majeure, puis on a aussi des dépressions situationnelles. Ça va être les mêmes symptômes pour les 3 types de dépression, mais ça va être le nombre de symptômes qu'on a ou la durée des symptômes qui va déterminer c'est quel entre celles-ci. Donc, je vais l'expliquer aussi en même temps. Donc, parmi les 9 symptômes, moi, je les ai regroupés par 3, par bloc de 3 pour la mémorisation. Je trouvais que c'était plus facile, mais ça peut être dans l'ordre ou dans le désordre. Il ne faut pas en avoir une en premier puis ensuite une autre. C'est pas ça l'importance. Donc, dans le fond, on a le premier qui serait une profonde tristesse ou ce qu'on appelle un vide intérieur. Moi, c'est probablement quand j'appelais mon nuage gris qu'il y avait sur la tête, c'était probablement ça. Une profonde tristesse, une espèce de vide intérieur. Un autre symptôme, on va parler d'un sentiment d'inutilité. Quelqu'un qui trouve qu'il ne sert à rien, puis il va dire des choses comme ça. Je ne sers à rien, je suis bon à rien, puis ces choses. Ça, c'est vraiment un autre symptôme. Ensuite, on va parler d'apathie. Apathie, c'est un mot fancy qui veut dire tu perds d'intérêt envers les choses que tu aimais avant. Dans mon cas, moi, j'étais un joueur de basket. J'ai toujours joué au basket. Même pendant ma dépression, le basket, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, d'aller jouer. Okay? C'est comme si ça me disait plus ou moins d'y aller. Donc ça, c'est vraiment un signe important. Si on constate chez quelqu'un, par exemple, il aimait toujours faire ces choses-là. Maintenant que je l'invite, puis il fait comme « Ah non, je vais passer ». Ah, peut-être une petite clochette d'un signal d'alarme qui peut sonner. Ensuite, il y a ce qui touche à la fatigue. Donc, il y a des gens qui vont penser qu'ils vont se trouver très fatigués tout le temps. Il y a le sommeil, ça peut être soit de l'hypersomnie, donc on dort beaucoup, 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 ou l'insomnie, on va dormir très peu. Ça peut être aussi de l'agitation ou, au contraire, d'être au ralenti. Donc, s'il y a une modification au niveau de ça chez une personne, quelqu'un qui est d'habitude plutôt relax comme personne, mais là, tu vois qu'elle est agitée là, plus que normal, ça peut être un symptôme, ou l'inverse, quelqu'un qui est assez énergique, puis que là, il est comme au ralenti. Donc, ça va dans les deux côtés également.
on peut aussi avoir un symptôme qui est une perte de concentration, très difficile la concentration. On a parlé du lobe frontal, mais c'est ici la concentration. Si ton lobe frontal est malade, la concentration est très difficile. Appétit, perte d'appétit ou manger beaucoup. Perte de poids ou prendre du poids. C'est dans les deux côtés également. Puis ça, c'est important de le dire parce que des fois, ils vont dire « Ben non, il va bien, il mange. Il mange bien, il va bien. » C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça me fait penser à ma mère qui me dit ça. Les Haïtiens sont bons là-dedans. Si tu manges bien, c'est que tu es en bonne santé. C'est ce qui est vrai dans bien des cas. Tu sais, ouais, c'est quand tu es malade physiquement et que tu n'arrives pas à t'alimenter, on se réjouit quand tu te remets à manger beaucoup, right? Sauf que là, dans le cas de la dépression, ça veut pas dire. On peut manger beaucoup puis être en dépression ou on peut, au contraire, manger peu. Puis dernièrement, le dernier symptôme qui est, d'après moi, certainement un des plus importants, c'est les pensées morbides ou les idées noires. Donc, si évidemment on a pensé à ça, au suicide, si on pense au suicide, pire même si on a fait un plan pour ça, c'est très important. On appelle pour de l'aide immédiatement. Donc, je dis toujours 1-866-APPEL, c'est le numéro. 1-866-APPEL, 1-866-APPELLE, si on a des problèmes comme ça. Donc, ça, c'est les 9 symptômes de la dépression. Évidemment, on peut faire le test pour savoir si on correspond à ça ou non. Mais c'est toujours important, même si on a répondu oui à plusieurs de ces symptômes-là, d'aller consulter un médecin, puis c'est là qu'on va pouvoir avoir l'heure juste vraiment si on est en dépression ou non. Puis par rapport aux dépressions mineures... C'est ça, j'allais te demander, ouais. Là, le léger, le modéré, le sévère, c'est quoi la différence entre les trois? Oui, bien, moi, je vais te parler dans le fond en termes de mineur, majeur, puis situationnel. Puis mineur, on parle de 2 à 4 symptômes sur les 9. Donc, on va se considérer comme étant en situation mineure si les symptômes durent depuis plus de 2 semaines. Fait que ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que des fois, on va avoir des symptômes à cause qu'on a vécu quelque chose à l'école, on a un examen, ou on s'est fait laisser par notre copine ou notre copain, ou peu importe. Puis là, on a une perte d'appétit, on dort mal et tout ça. Mais bon, ça peut mener à une dépression, sauf que des fois, ce n'est pas quelque chose qui est étiré dans le temps. Une dépression, ça va être étiré sur une plutôt longue période de temps, donc au moins 2 semaines. Pour une dépression majeure, on parle de 5 symptômes ou plus pour dire qu'on est en dépression majeure. Même chose, plus de 2 semaines pour les symptômes. Puis quand on parle de dépression situationnelle, c'est qu'on peut relier la dépression à un événement traumatisant au niveau de l'émotion dans le passé, donc dans les 18 mois avant les symptômes. Si par exemple on a eu une perte d'un être cher ou qu'on a eu un accident, là ça peut être une dépression situationnelle, qui est quand même une dépression à traiter, mais qui va peut-être être un petit peu différente des 2 autres, finalement. La dépression est un sujet tabou de la société actuelle, mais encore plus de la communauté chrétienne. On a cette idée que chrétien ne tombe pas en dépression, ou encore, s'il tombe en dépression, c'est parce qu'il n'est pas vraiment chrétien. Quel est ton avis par rapport à ça? Bien, moi, je te dirais que je reviendrai au fait que il y a un verset que l'apôtre Paul il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Puis, en tant que chrétien, là, si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, tu n'as pas besoin de sauveur. Puis, je pense que c'est la condition de beaucoup de gens dans le monde. C'est qu'ils ne veulent rien savoir de la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne se considèrent pas malades. Puis, tant qu'un chrétien, au niveau de la dépression, va continuer à jouer à l'autruche, puis à dire que ce n'est pas un mal qui peut atteindre un chrétien, bien, à ce moment-là, il ne pourra jamais pouvoir bénéficier d'une meilleure santé au niveau de leur cerveau, puis qui va déboucher sur encore une meilleure relation avec Dieu. Donc, je pense qu'il faut qu'en tant que chrétien, qu'on comprenne que Dieu a créé notre corps d'une façon, puis que certaines situations ou certains comportements que l'on a des répercussions sur notre corps. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, si je suis chrétien, mais que je mange des sucreries tous les jours, puis que je bois de la liqueur et puis du Coca-Cola et tout ça tous les jours, je peux développer du diabète. Ça n'a rien à voir avec le fait si je suis chrétien ou pas, c'est parce que mon comportement peut avoir un impact sur, évidemment, ma santé physique. Maintenant, pour ce qui a trait de la santé mentale, c'est pas tout le temps du 1 pour 1 comme ça, parce que les facteurs sont multiples. Okay? Il y a 9 symptômes, mais il y a encore plus de facteurs de risque. Il y en a 10. Donc, ça peut être vraiment relié à beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a des impacts réels sur notre corps, sur notre cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose
qu'on peut vivre en tant que chrétien. Puis je pense que non seulement c'est important de se l'avouer, puis de le réaliser, puis de constater que, regarde, oui, si je reconnais que je suis malade et puis que j'ai la dépression, je sais que c'est tabou, je sais qu'on va peut-être même se faire juger par certaines personnes, mais si ça peut déboucher sur une vie plus abondante que Jésus nous a promis, et puis que ça peut déboucher sur un renouveau spirituel, une relation avec Dieu décuplée, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas de se reconnaître vulnérable et faible pour qu'ensuite on puisse en ressortir gagnant comme ça? Donc moi, c'est vraiment l'appel que j'ai envie de faire à tous ceux qui sont à l'écoute. Moi, s'il faut que je m'avoue comme étant faible pour vous, je vais le dire toute ma vie. Parce que ça a fait une différence entre la vie et la mort pour moi. Puis la vie abondante que Jésus nous a promis, elle peut être encore plus abondante que ce qu'on a goûté jusqu'à maintenant. Puis je pense que c'est ce que je souhaite à tout le monde. On ne réalise pas que moi, j'ai été dans un programme pour surmonter l'anxiété et la dépression pour pouvoir juste être mieux. Puis je suis ressorti avec un réveil spirituel, parce que c'est relié, on l'a dit tantôt. Puis j'appelle ça personnellement, des fois on appelle des dommages collatéraux, moi j'appelle ça un bénéfice collatéral, qui a été extraordinaire. Donc ma vie avant et après ce programme-là, qui a juste remis mon corps en état de fonctionner au complet, a débouché sur une relation avec Dieu qui est beaucoup plus puissante maintenant. Et puis Dieu a juste béni au centuple depuis, puis je souhaite ça à tout le monde. S'il faut qu'on se reconnaisse comme étant malade en premier, puis s'il faut qu'on soit peut-être même pour un temps, les gens qui ne comprennent pas nous jugent, ben écoute, c'est synonyme d'être chrétien tant qu'à moi, parce que Jésus nous l'a dit. On va se faire traiter de non pour lui, on va se faire traiter de ci, de ça. Les gens, parce qu'on est chrétien, vont nous persécuter. Puis bon, au final, moi, j'ai pas peur de m'appeler faible parce que je sais que Dieu peut transformer cette faiblesse en force. Puis c'est ce que je souhaite à tous. C'est justement ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont cette peur ou cette crainte-là ou ce non-désir de se faire traiter de faible ou se dire faible parce que il y a l'ego qui rentre en jeu. C'est clair. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu parce que il y a des gens autour de toi, tu ne veux pas avoir cette caractéristique-là, cet attribut-là rattaché à toi. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui pourrait faire peur à des personnes. Donc, encore une fois, comme il dit, il ne faut pas avoir cette peur-là. Il faut, au contraire, il faut l'embrace. Je n'ai pas le terme français pour ça, mais il faut l'accepter. Oui. Ouais. Il faut l'accepter et le dire haut et fort, je suis faible, mais Dieu est avec moi en tout temps. Qu'est-ce que tu auras à dire à toute autre personne qui est dans l'entourage d'une personne qui peut-être peut en souffrir? Première chose, on parle de jugement. Jugez pas. OK? C'est vraiment, ça aide pas la situation. Donc, vraiment, on compatit. On devrait avoir de l'empathie avec la personne. Offrez-leur de les accompagner dans une séance du programme de Surmonter l'anxiété et la dépression du Dr. Nedley. Je veux dire aux gens d'aller visiter le surmonterladépression.ca, surmonterladépression.ca. Sur ce site-là, on a répertorié les différents endroits au Québec qui donnent le programme Surmonter l'anxiété et la dépression du Dr. Nedley, qui, je répète, est un médecin adventiste qui a mis sur pied quelque chose de révolutionnaire, holistique, naturel. Donc, accompagnez donc quelqu'un là-bas. OK, ça va vraiment les aider, puis comme on n'a pas de volonté pour nous-mêmes quand on est en dépression, on va dire, tiens, je te propose de t'accompagner à la séance d'information gratuite. Puis après ça, on va voir là où ça va mener. Puis troisièmement, je dirais, prier pour la personne. Prier pour la personne afin qu'elle reconnaisse peut-être qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'aide. Puis dans le cas de ma femme, avant que j'accepte de participer à un programme comme celui du Dr. Nedley, ça a pris 7 ans de mariage. Donc, quand même, ça a été long. Fait que j'envoie beaucoup de courage à ces gens qui peut-être vivent avec quelqu'un qui vous soupçonnez d'être dépressif, mais que la personne, elle, pour toutes sortes de raisons, comme on a mentionné tantôt, ne veut pas cette étiquette-là, puis on peut comprendre, mais priez pour cette personne. Priez. Ça a pris 7 ans dans notre cas à nous à la maison avant que moi, j'accepte d'aller chercher de l'aide. Donc, priez. Étant toi, si je peux bien t'appeler comme ça, un ex-dépressif, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est sur le point de tomber là-dedans ou est dans ce chemin-là? Ce que je dirais personnellement, c'est que
je vais parler encore d'un autre ouvrage du Dr. Neil Nedley. OK? Il a écrit un livre qui s'appelle « Optimiser son cerveau », puis ça ne s'adresse pas aux gens qui sont en dépression. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Surmonter l'anxiété et la dépression », et il a écrit un autre livre qui s'appelle « Optimiser son cerveau ». Puis, dans un cas comme dans l'autre, moi, je te dirais la même chose. C'est comme si je disais à quelqu'un qui, je reprends encore l'exemple du diabète, qui est diabétique, évidemment, je vais te donner un livre sur une meilleure alimentation pour peut-être même renverser ton diabète de type 2, parce que c'est quelque chose qui est possible, mais c'est pas facile, mais il faut mettre en place une meilleure alimentation. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui n'est pas de diabète de type 2? Bien, mange mieux aussi. Occupe-toi de ton alimentation. Fais attention à toi. Ça va être la même chose. Donc, quelqu'un qui n'est pas en dépression nécessairement, écoute, peut éventuellement peut-être tomber en dépression. On n'a pas besoin de se rendre là. On n'a pas besoin d'aller découvrir qu'est-ce que ça a l'air, la dépression. Fait que peut-être l'ouvrage de Dr. Nedley pourrait être intéressant pour ces personnes-là. Puis, au final, on réalise que beaucoup des conseils qu'on donne pour la santé physique sont valides pour la santé mentale également. Est-ce que tu auras un dernier mot ou une dernière parole que tu as lue dans les livres ou que tu ressens profondément dans toi, une phrase qu'on t'a répétée à multiples reprises qui t'a permis de sortir de là, que tu aimerais dire à nos auditeurs? Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais dire, ça c'est clair. Il y a dans le livre, quand j'ai participé au programme, il y a une phrase qui, moi, m'a sauté au visage. C'est écrit « Il n'y a pas de limite à votre bonheur et à votre satisfaction ». Ça fait que si les gens à la maison peuvent comprendre ça, Dieu nous a créés d'une façon où il n'y a pas de limite à notre bonheur et à notre satisfaction. Puis, le quotidien devient quelque chose de satisfaisant. Avant, c'était quelque chose qui était comme lourd à porter. On passe à travers la journée de peine et de misère pour finalement mettre ses pieds sur le pouf là, en rentrant, en s'assoyant sur le divan pour dire « OK, là je peux profiter ». Quand notre cerveau est remis, tout devient source de satisfaction, les gestes banals. Donc, Dieu nous a fait en sorte pour qu'on ait une vie épanouie dans tout ce qu'on fait, même si c'est le travail, même si c'est occuper des enfants. Occuper les enfants, c'est supposé être une source de joie. Et quand je réalise que j'avais perdu ces moments de joie avec mes enfants, puis que ça a été un bonheur retrouvé grâce à la sortie de la dépression, je me souviens de l'endroit exact où j'étais quand j'ai retrouvé ce moment-là. Puis, je deviens émotif quand j'y pense. On était à Mont-Laurier, on a arrêté de faire de l'essence, puis j'étais en train de participer au programme dans ces semaines-là, on s'entend. Puis, en faisant le plein de l'essence, j'ai regardé à travers la vitre pour faire des grimaces à mes enfants. Puis, ils se sont mis à rire, puis moi, j'ai éclaté de rire. Puis, on a eu un fou rire, puis c'était la première fois en plusieurs années. Shani, merci. Merci pour ton honnêteté. Merci pour la personne que tu étais, que tu es et que tu vas continuer d'être. Merci pour ton partage parce qu'il y a plusieurs personnes qui, comme moi ou comme les personnes qui nous regardent, qu'ils avaient besoin d'entendre ce message, qu'ils avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur souffrance ou qu'ils pouvaient aider, qu'ils peuvent aider quelqu'un. Donc, pour ça, merci. Est-ce que je peux en profiter pour plugger quelques petites affaires, bien Nicolas? Sûr. Oui, bien sûr que oui. Pendant qu'on est là, vas-y, je te laisse la place. Maintenant, Dieu a fait les choses en sorte que j'ai le privilège de travailler avec un organisme qui s'appelle Mieux Vivre. Puis, on a produit une série de 40 capsules sur surmonter l'anxiété et la dépression. Donc, c'est pour introduire les gens aux outils ou pour leur rafraîchir la mémoire s'ils ont peut-être déjà fait le programme. Donc, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Mieux Vivre. Et en même temps, avec ce même organisme, on a lancé un podcast. J'enfile mon coton ouaté si ça ne t'ennuie pas, Nicolas. Et vous allez voir tout de suite, quand on va avoir fini de le mettre, une émission qui s'appelle... Je vais sortir mon micro aussi, là. Et voilà. Donne-toi un break. Alors, c'est une émission style balado, podcast, dans lequel on revient encore une fois sur notre expérience avec la dépression. On donne du courage et on s'encourage à utiliser les outils dans notre vie au quotidien. Puis on se quitte tout le temps à chaque émission en inspiration, donc soit un moment de chanson inspirante ou
carrément des textes qu'on peut partager. Donc, on invite les gens à aller s'abonner, à écouter. Puis, je te l'ai dit, puis je le répète, moi, depuis que j'ai goûté à ça, la vie abondante que Jésus nous a promis, puis que j'ai conscience à quel point les outils que j'ai été privilégié d'utiliser ont comme impact sur nous, je ne peux pas ne pas en parler. Partout où je vais, puis je pense que c'est peut-être apparu aujourd'hui, quand tu me poses des questions, je commence à parler, puis après ça, il faut quasiment me dire time out, mais c'est ça, exactement. Donc, c'est les deux choses que j'aurais voulu partager avec les gens. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le mieuxvivre.org. On a notre chaîne YouTube, puis on a toutes sortes d'autres matériels pour surmonter l'anxiété et la dépression. Donc, c'est une invitation. Merci. Shani nous a laissé avec plusieurs informations. Des auteurs aussi qui l'ont aidé lui, mais qui peuvent même vous aider vous. Donc, le docteur Neil Nedley, Surmonter l'anxiété et la dépression, et qui a écrit aussi Comment optimiser son cerveau. Le docteur Archibald, qui a écrit La dépression au masculin. Vous avez toujours aussi le droit, si vous le voulez bien, d'appeler au 1-866-APPEL. Donc, si vous souffrez d'anxiété, si vous souffrez de dépression, n'hésitez pas pour appeler à ce numéro. Je vous donne aussi le podcast de Shani ainsi que sa femme Vicky Cado-Mercius, Donne-toi un break, que vous allez pouvoir retrouver sur toutes les plateformes, si je ne m'abuse. Et enfin, j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas les seuls dans votre bateau. Nous souffrons peut-être pas tous de dépression ou d'anxiété, mais moi, je suis faible.